Bonsoir à tous et bienvenue sur Amants et Mensonges, la chaîne où les secrets d'amour deviennent des récits inoubliables. Imaginez offrir un bijou somptueux à la femme que vous aimez, et recevoir en retour une enveloppe remplie de photos qui réduisent votre vie en cendres. Ce soir-là, Julien Moreau pensait célébrer l'amour. Il allait découvrir la trahison. Abonnez-vous, laissez un like et partagez vos impressions en commentaire. Votre soutien est essentiel pour faire vivre ces histoires vraies qui bouleversent les cœurs. Le soleil d'octobre perçait à travers les stores du bureau de Julien Moreau, projetant des ombres longues sur les plans étalés sur son bureau en acajou. À 41 ans, il avait construit Moreau Bâtiment de ses propres mains, parti de rien, pour en faire une entreprise moyenne très respectée dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ses mains rugueuses racontaient les années passées à travailler avec ses ouvriers, et ce matin-là, il révisait les plans finaux d'un projet luxueux à Saint-Cyr, une villa qui allait rapporter à sa société plus de 300 000 € de bénéfices nets. Mais ce matin-là, ses pensées étaient ailleurs. Ce jour-là marquait 12 ans exactement depuis qu'il avait épousé Élise à l'église Saint-Paul, au cœur de Lyon. Une cérémonie simple, entourée de leurs proches, où tous les regards disaient la même chose. Ces deux-là étaient faits l'un pour l'autre. Elle, brillante professionnelle du marketing, lui, artisan devenu entrepreneur acharné, ils incarnaient le rêve français. Ensemble, ils avaient construit leur vie dans une maison coloniale de 3 chambres à Écully, dont le prêt était presque remboursé. L'entreprise de Julien faisait vivre 25 salariés et affichait une liste d'attente de clients. Élise venait d'être promue directrice marketing chez Delacroix et compagnie, un géant du CAC 40 installé en centre-ville. Oui, à tous les niveaux, ils avaient tout réussi. Il regarda sa montre, 14h30. Élise serait à la maison à 18h. Il voulait que tout soit parfait. Il avait réservé en secret une table chez Chaleron, son restaurant préféré, un lieu raffiné où ils allaient rarement. Mais au dernier moment, il avait changé d'avis. Il cuisinerait lui-même. Ce serait plus intime, plus vrai. Un geste d'amour authentique pour marquer leur parcours. Il se leva, se dirigea vers le coffre du bureau et en sortit une petite boîte de velours turquoise, Tiffany et compagnie. À l'intérieur, un collier de diamants éblouissants, 3 carats en taille brillant serti sur du platine. Une folie. Même pour lui, même avec le succès de sa société. Mais elle le méritait. Elle l'avait soutenu quand il rentrait à minuit, couvert de poussière, vidé par le travail. Elle n'avait jamais reculé devant les sacrifices. Le collier scintilla sous la lumière et Julien sourit. Il revoyait leur premier appartement, un studio au-dessus d'une vieille boulangerie où l'été, la chaleur était étouffante. Elle n'avait jamais râlé. Même quand il dînait de nouilles instantanées ou que sa camionnette tombait en panne tous les 2 mois. Elle croyait en lui, en son rêve. Et il s'était promis de lui rendre tout cela au centuple. Son téléphone vibra. Un message de Jérôme Vidal, son chef de chantier, fondation coulée à la perfection, l'inspection est prévue lundi. Julien répondit immédiatement, parfait. Prenez votre vendredi. Tous. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire de mariage. Il referma son ordinateur et se dirigea vers la cuisine. Quand Élise n'était pas là, la maison semblait plus grande, presque vide. Sa présence remplissait chaque recoin. Il avait appris à cuisiner dans leurs premières années ensemble, par nécessité. Mais au fil du temps, il y avait pris goût. Ce soir-là, ce serait saumon rôti aux herbes, asperges croquantes et mousse au chocolat noir, son dessert préféré. Alors qu'il préparait les ingrédients, des souvenirs affluaient. Les éclats de rire partagés, les voyages reportés, les promesses faites sur l'oreiller. Pourtant, une sensation sourde le gagnait. Une impression tenace. Quelque chose avait changé. Elle rentrait plus tard. Elle semblait distraite. Fatiguée. Évasive. Mais il se disait que c'était le stress, la pression de sa nouvelle promotion. Elle avait toujours été ambitieuse, fonceuse, déterminée. Ce soir pourrait les rapprocher. Peut-être planifierait-il enfin ce voyage en Toscane qu'ils évoquaient depuis si longtemps. Lui pouvait enfin se permettre de s'éloigner du chantier 2 semaines. Et elle en rêvait depuis des années. À 18h15, il entendit la porte d'entrée s'ouvrir, 15 minutes de retard.
Il reconnut aussitôt le bruit de ses talons sur le parquet. « Chérie, je suis rentrée », lança-t-elle d'une voix à la fois familière et tendue. Julien, depuis la cuisine, ajusta la flamme sous le saumon. Timing parfait. Élise entra, toujours en tailleur bleu marine, collier de perles autour du cou. À 38 ans, elle était toujours aussi belle qu'au premier jour. Son carré au burn impeccable, son regard vert intense. Mais ce soir-là, il y avait quelque chose de différent. Une étincelle étrange. Une distance. « Tu as cuisiné ?» remarqua-t-elle, en posant son sac à main avec soin sur le comptoir. « Je voulais que ce soit spécial. Rien que nous deux. » Elle esquissa un sourire. Faux. Forcé. Ses yeux ne souriaient pas. Comme c'est attentionné. « Tu veux te changer ? Le dîner sera prêt dans 20 minutes. » Elle hocha la tête et monta à l'étage. Julien entendit les tiroirs s'ouvrir et se refermer. Une robe. Du maquillage. Du parfum. Quelque chose clochait. Il le savait. Mais il ne voulait pas voir. Pas ce soir. Pas leur anniversaire. Quand elle redescendit, elle portait une robe noire élégante, qu'il ne reconnaissait pas. Son maquillage était plus prononcé. Ses yeux, brillants. Pas de joie. D'autre chose. « Tu es sublime », dit-il doucement. Et il le pensait. « Merci. » Elle s'assit à la table dressée avec leur plus belle vaisselle. Les verres en cristal. Les couverts en argent. Julien servit le plat, mais remarqua qu'elle y touchait à peine. Elle sirotait son verre de Chassagne-Montrachet, celui qu'il gardait pour les grandes occasions. Il tenta de briser la tension. 12 ans. Tu y crois ? Non, répondit-elle presque dans un souffle. Je n'y crois pas. Il parla du voyage en Italie. Du printemps prochain. De leur projet. Mais elle l'interrompit, la voix coupante, presque chirurgicale. Julien. Il faut qu'on parle. Et tout changea. Julien sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Le ton de la voix d'Élise, le regard fixe qu'elle posait sur lui, la manière mécanique dont elle jouait avec la base de son verre, tout en elle trahissait une tension qu'il n'avait jamais perçue avec une telle intensité. Il reposa sa fourchette lentement, se redressant légèrement sur sa chaise. « Je t'écoute », dit-il simplement. Elle ouvrit son sac posé près d'elle et en sortit une enveloppe blanche, épaisse, du genre de celle qu'on utilise pour les faire-part ou les documents officiels. Ses mains ne tremblaient pas. Elle la posa délicatement entre eux, sur la nappe blanche. « Moi aussi, j'ai un cadeau pour toi. Un cadeau qui va changer nos vies. » Le cœur de Julien ralentit un instant, puis s'accéléra brutalement. Il la dévisagea, tentant de décrypter ce qu'elle s'apprêtait à dire. Il ne voulait pas toucher cette enveloppe. Tout en lui criait qu'il valait mieux ne pas savoir. Mais il obéit, les gestes engourdis, et glissa les doigts sous le rabat. L'enveloppe n'était pas scellée. À l'intérieur, une série de photographies. Imprimées en grand format, en couleur. Nette. Cruelle. Il lui fallut quelques secondes pour comprendre ce qu'il voyait. Comme si son cerveau refusait d'admettre. Comme si, dans un sursaut de survie, son esprit cherchait à le protéger de l'évidence. Mais les images ne laissaient aucune place au doute. Élise, sa femme, l'amour de sa vie, se trouvait dans les bras d'un autre homme. Dans une chambre d'hôtel. Nue. Offerte. Vivante d'un désir qu'ils ne lui avaient presque jamais vu dans leurs propres ébats. Le visage de l'homme était parfaitement reconnaissable. Arnaud Delmas, le supérieur hiérarchique d'Élise chez Delacroix et compagnie. Julien l'avait rencontré 2 fois. Un homme élégant, toujours en costume 3 pièces, cheveux argentés, sourire d'apparat. Julien sentit son estomac se retourner. Son dîner avait un goût de cendre. Il reposa lentement les photos sur la table, l'une après l'autre, comme un médecin manipulerait des radios annonçant une sentence irrévocable. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura-t-il. « Ce que ça a l'air d'être, » répondit-elle, la voix posée. « Arnaud et moi sommes ensemble depuis plus d'1 an. Nous sommes amoureux. Du vrai amour, Julien. Pas ce confort fade qu'on appelle encore un mariage. » Il releva les yeux vers elle. Pas une larme. Pas une once de culpabilité. Seulement cette froide détermination qu'il ne lui connaissait pas.
Je ne comprends pas. Tu comprends très bien, Julien. Tu ne veux juste pas l'admettre. Arnaud quitte sa femme. Il l'a planifié depuis des mois. Nous allons vivre ensemble. Julien recula légèrement sur sa chaise, comme si chaque mot était un coup de poignard qu'il devait absorber physiquement. Tu veux dire que tu pars? Ce week-end. Il envoie les déménageurs samedi. Ce soir, je prends juste l'essentiel. Le monde de Julien vacillait. Il n'y avait plus de sol sous ses pieds. Plus de logique. Il se raccrochait à ce qu'il pouvait. La maison? Notre entreprise? Tout ce qu'on a construit? Elle le fixa, glacial. L'entreprise est à ton nom, je n'en veux pas. Mais nous sommes mariés sous le régime légal, ce qui me donne droit à la moitié de tout. Maison, compte, économie. Et mon avocat te contactera demain. Tu as déjà un avocat? Évidemment. Arnaud travaille avec les meilleurs. Ce sera simple. Tu devras liquider quelques actifs, mais je ne suis pas là pour t'écraser. Juste, récupérer ce qui me revient. Il faillit éclater. Mais quelque chose l'en empêcha. Un reste d'amour, peut-être. Ou juste l'effroi d'être dépassé. Élise, on peut aller en thérapie. Parler à quelqu'un. Je suis prêt à tout. Ce que je veux, Julien, c'est une vie avec du sens. De l'ambition. Arnaud comprend mes rêves. Il m'ouvre des portes que tu n'as jamais su franchir. Il baissa la tête, ses mains tremblaient. Depuis quand? Un peu plus d'un an. Mais à quoi bon compter? Elle se leva. Lissa sa robe. Je vais faire ma valise. Arnaud m'attend à Lilton, en ville. Julien resta assis, incapable de bouger. Elle fit quelques pas, puis se retourna. Ne pense pas à contester. Les avocats d'Arnaud sont puissants, et toi, tu n'as pas les moyens. Résiste, et ça te coûtera plus cher. Elle disparut dans le couloir, les talons claquant sur le parquet comme autant de coups de marteau sur le cercueil de leur histoire. Il resta seul, avec les photos étalées devant lui comme des preuves dans un procès cruel dont il ne connaissait même pas les règles. Il appela Marc, son frère à Paris. Dis-moi une chose, Marc. Sois honnête. Tu savais? Un long silence. Sarah l'a vu avec lui. Il y a 6 mois. Elle ne savait pas quoi faire. On en a parlé. Je suis désolé. Il raccrocha. Appela Luc, son meilleur ami, son témoin de mariage. Luc, tu savais, hein? Elle te l'a dit? Il raccrocha. Appela Claire, la sœur d'Élise. Claire, depuis combien de temps tu sais? Un souffle. Depuis toujours, Julien. Mais elle m'a dit que c'était fini. Qu'elle allait te le dire elle-même. Il reposa le téléphone, les yeux vides. Ce n'était pas juste Élise. C'était tout son monde. Tous ceux en qui il croyait. Tout s'écroulait, comme un immeuble mal fondé. À l'étage, une porte claqua. Elle redescendit, 2 valises à la main, son manteau sur les épaules. Je dormirai à Lilton ce soir. Arnaud me récupère demain matin. Julien leva les yeux vers cette femme qu'il avait tant aimée. Pourquoi, ce soir? Pourquoi aujourd'hui? Notre anniversaire? Elle consulta sa montre. Symbolique. Une fin propre. Une fermeture de boucle. 12 ans, c'est bien, non? Elle s'approcha de la porte. Ne me contacte pas directement. Il y a une carte dans l'enveloppe, celle de mon avocat. Toutes les communications doivent passer par lui. Elle ouvrit la porte. Puis se retourna une dernière fois. Tu n'es pas un mauvais homme, Julien. Tu es juste, limité. Et moi, je mérite plus. La porte se referma doucement. Il ne resta dans la pièce que le silence. Et lui. Un homme que le monde venait de trahir. Julien resta assis à cette table pendant près d'1 heure, incapable de bouger. Le silence dans la maison n'était pas celui du repos, mais celui d'un champ de bataille après la déflagration. Son regard était fixé sur les photographies, toujours étalées sur la nappe blanche, comme les fragments d'un monde réduit en poussière. Rien n'avait de sens. Les couverts d'argent, les assiettes de porcelaine, le saumon froid, tout semblait désormais appartenir à une vie qui n'existait plus. Quand il se leva enfin, ses jambes tremblaient, comme s'il sortait d'une maladie.
Il traversa la maison, lentement, à la recherche de signes qu'il aurait pu voir. Et ce qu'il découvrit dans leur chambre à coucher confirma ce que son cœur refusait encore d'admettre. Rien de ce qu'elle avait fait n'était spontané. C'était calculé. Préparé depuis longtemps. Dans la table de chevet d'Élise, il trouva des reçus d'hôtel, certains remontant à plus de 14 mois. Des réservations au Marriott du centre-ville, au Hyatt de l'aéroport, des dîners dans des restaurants haut de gamme dont il n'avait jamais entendu parler. Tout cela payé avec leur carte bancaire commune. Leur argent. L'argent de leur labeur. Sur son propre ordinateur portable, il remarqua des virements réguliers de leur compte épargne vers un compte personnel qu'il ne connaissait pas. De petites sommes. 500 € ici, 1000 là. Mais en 6 mois, cela représentait plus de 13 000 €. Volés dans leur avenir commun. Subtilisés derrière des sourires fins et des « je suis fatigué ce soir ». Le téléphone vibra. Son cœur se serra en voyant le nom d'Élise s'afficher. Il hésita une seconde avant de décrocher. « Qu'est-ce que tu veux ?» Sa voix était froide, sèche. « J'ai oublié de te dire quelque chose, » répondit-elle, un ton professionnel dans la voix. « J'ai informé mon avocat de tes accès de colère passés. Ta réaction avec le chien des voisins. Tes crises avec les ouvriers en retard. C'est juste, au cas où tu aurais l'idée de compliquer les choses. » Julien resta figé. « Mes accès de colère ? Tu veux te servir de ça maintenant ? Les avocats d'Arnaud sont très méticuleux. Ils veulent couvrir toutes les éventualités. Bonne soirée, Julien. » Elle raccrocha. Le téléphone retomba lentement sur le plan de travail. Il resta là, debout, respirant lentement, les poings serrés. Elle ne se contentait pas de détruire leur mariage. Elle tentait de le réduire à un stéréotype d'homme instable, colérique, dangereux même. Pour mieux se protéger. Pour mieux l'écraser juridiquement. Il retourna dans la cuisine et étala à nouveau les photos sous la lumière crue. Il les regarda, une à une, mais cette fois avec une autre intensité. Il observa les détails. Le décor de la chambre. Les angles des prises. La netteté de l'image. Il ne s'agissait pas de clichés volés à la hâte. Non. Quelqu'un avait pris le temps de les cadrer. De les composer. Comme s'ils avaient été pensés. Comme si ces images étaient destinées à une utilisation précise. Comme des armes. Il se versa 3 doigts de bourbon, celui qu'il gardait pour les grandes occasions. Ce soir n'en était certainement pas une. Mais il en avait besoin. L'alcool brûla sa gorge, mais l'aida à fixer ses idées. Ce n'était plus le moment de pleurer. Ni de supplier. Ni de comprendre. C'était le moment de riposter. Et s'il y avait une chose que Julien Moreau savait faire, c'était construire. Mais peut-être était-il temps d'apprendre à déconstruire. Le lendemain matin, alors que la ville se réveillait sous un ciel d'automne gris et tranchant, il fit 3 appels. Le premier à Étienne Blanchet, avocat redouté à Lyon, rencontré lors d'un tournoi de golf caritatif. Il avait gardé sa carte, au cas où. Étienne accepta de le recevoir dans l'heure. Le second appel fut pour Camille Bréant, détective privé, recommandé par le même avocat. Julien ne perdit pas une minute. Je veux tout savoir sur Arnaud Delmas. Tout. Sa vie, ses finances, ses secrets, ses failles. Et je veux ça en 1 semaine. Pas 2. L'argent n'est pas un problème. Elle accepta, posément, en professionnel. Puis il appela Jérôme Vidal, son chef de chantier. Jérôme, je vais devoir m'absenter 2 semaines. Gère tout. Ne laisse rien passer. Je t'expliquerai plus tard. À 9h30, Julien était en costume, rasé de près, prêt au combat. Il traversa Lyon en voiture, les couleurs de l'automne s'étendant le long de l'avenue de la République. Sous d'autres circonstances, la ville aurait été belle. Apaisante. Mais ce matin-là, elle n'était qu'un décor. Le bureau d'Étienne Blanchet occupait les 3 derniers étages d'une tour de verre dominant le quartier d'affaires. Cuir, bois, marbre. Tout dans cet endroit respirait l'intimidation et le pouvoir. Étienne l'attendait. Grand, élancé, les cheveux argentés, les yeux aussi acérés qu'un scalpel. Julien ouvrit sa serviette et posa l'épreuve sur la table. « Ma femme a tout prévu.
Chaque détail. Ses photos, ses reçus, les transferts. Elle veut me ruiner. Elle veut repartir à zéro avec lui. Sur mes ruines. L'avocat resta silencieux pendant de longues minutes, examinant chaque pièce comme un médecin analyserait un dossier de pathologie avancée. Puis il se redressa. La bonne nouvelle, Julien, c'est que tu as plus que ce qu'il faut pour retourner la situation. En Auvergne-Rhône-Alpes, les fautes graves sont recevables dans les procédures. Et ce que tu me montres ici, ce n'est pas juste un adultère. C'est une stratégie de destruction. Julien sentit une chaleur froide envahir sa poitrine. Ce n'était pas du soulagement. Pas encore. C'était la sensation d'avoir, pour une fois, une longueur d'avance. On va les attaquer sur tous les fronts, ajouta l'avocat. Mais il nous faut plus. Il nous faut du levier. Julien acquiesça. Camille s'en occupe déjà. Et pour la première fois depuis qu'il avait ouvert cette maudite enveloppe, il se sentit un peu vivant. Pas heureux. Pas entier. Mais debout. Julien quitta le cabinet d'Étienne Blanchet avec le sentiment clair qu'une guerre venait de commencer. Pas une querelle de couple, pas une dispute conjugale, non. Une guerre. Et il comptait bien ne plus jamais se faire surprendre. Il se rendit ensuite dans le quartier du Vieux-Port, là où Camille Bréant, détective privé, avait installé son bureau dans un ancien entrepôt transformé en ruche d'information. L'endroit était froid, sobre, et parfaitement organisé. À l'image de celle qui l'occupait. Camille était une femme dans la quarantaine, au regard doux mais scrutateur. Elle l'invita à s'asseoir sans détour, et Julien n'eut pas besoin de répéter sa demande. Elle l'avait déjà comprise. Et elle avait déjà commencé. Pendant 1 heure, elle lui montra ce qu'elle avait pu rassembler en moins de 24 heures, les coordonnées familiales d'Arnaud Delmas, les déclarations publiques de son poste de vice-président, ses véhicules, ses comptes connus, ses habitudes de dépenses, sa femme Geneviève issue d'une vieille lignée lyonnaise et leurs 2 enfants, scolarisés dans un établissement privé du 6e arrondissement. Mais surtout, Camille avait mis la main sur des informations internes de Delacroix et compagnie. Arnaud utilisait la carte bancaire professionnelle pour régler des frais personnels, restaurants, hôtels, bijoux, même des transferts d'argent en liquide. Cela dépassait le simple adultère. C'était du détournement. Du vol. Potentiellement criminel. Julien écoutait, notait, se taisait. Une partie de lui se sentait horrifiée de découvrir à quel point tout était tordu, malhonnête, corrompu. Mais une autre partie, bien plus sombre, se nourrissait de ces révélations. Il n'était plus la victime. Il devenait le prédateur. Pensez-vous que sa femme soit au courant ? Demanda-t-il. Camille esquissa un demi-sourire. Les épouses savent toujours. Mais tant qu'on ne leur met pas les preuves sous les yeux, elles préfèrent fermer les paupières. Mais si on les confronte, elles réagissent. Et elles réagissent violemment. Julien hocha la tête, pensif. Vous pouvez rassembler les preuves ? Toutes ? J'ai déjà commencé. Donnez-moi 3 jours et je vous apporterai de quoi pulvériser sa carrière. Il se leva, la remercia, et rentra chez lui avec cette sensation étrange que les pièces du puzzle se mettaient enfin en place. 3 jours plus tard, comme promis, Camille lui remit un dossier épais de plusieurs centimètres. Photos d'Arnaud et Élise dans l'appartement que Delacroix louait en centre-ville, officiellement pour des réunions tardives. État de compte montrant des dizaines de milliers d'euros dépensés à des fins personnelles avec des fonds d'entreprise. Violations évidentes du code d'éthique de la société. Et surtout, la confirmation qu'aucune de ces relations n'avait été déclarée auprès du service RH, ce qui constituait une faute grave, passible de licenciement immédiat. Julien étala les documents sur sa table à manger. La même où Élise avait posé les photos de sa trahison. Une étrange symétrie. Mais cette fois, les armes étaient dans ses mains. Il appela immédiatement Étienne. « On a tout, dit-il d'une voix calme. On les tient. Parfait. Il est temps d'agir. On attaque de plusieurs angles en même temps. La femme d'Arnaud, le service conformité de Delacroix et compagnie, ton dossier de divorce. On frappe fort, vite et sans prévenir. » Julien raccrocha, et le lendemain, il se gara devant une somptueuse maison à Écully. Le genre de maison que voulait Élise.
celle qu'elle croyait pouvoir atteindre avec Arnaud. Il respira un grand coup et sonna. Geneviève Delmas ouvrit elle-même. Élégante, droite, coiffée avec précision. Une femme née dans le confort et l'influence. Il se présenta, et à sa grande surprise, elle ne parut pas étonnée. « Entrez, monsieur Moreau. Je crois que nous avons beaucoup à nous dire. » Ils s'installèrent dans un salon d'apparat, décoré avec un goût ancien. Julien lui raconta tout. Le dîner d'anniversaire, les photos, les aveux d'Élise. Il lui tendit ensuite le dossier. Elle l'ouvrit lentement, parcourant les preuves avec une froideur contenue. À mesure qu'elle lisait, ses traits se durcirent. « Depuis combien de temps ?» demanda-t-elle sans le regarder. « 1 an. Peut-être plus. Et elle a déjà emménagé chez lui. » Geneviève referma le dossier. « Que voulez-vous de moi ? La vérité. Et la justice. » Il pensait qu'il pouvait tout prendre. « Ma femme, ma vie, mon entreprise. Je veux qu'ils paient pour ce qu'ils ont fait. Et pour ce qu'ils ont tenté de faire. » Elle le regarda enfin droit dans les yeux. « Si je demande le divorce maintenant, avec ces preuves, il sera ruiné. C'est l'idée. » Un long silence. Puis elle se leva. « Je vais appeler mes avocats cet après-midi. » « Merci, monsieur Moreau. Je pense que nous allons très bien dormir, bientôt. » Julien sortit de cette maison plus léger. Et pour la première fois depuis des semaines, il sentit en lui une forme de paix. Pas du bonheur. Pas encore. Mais l'équilibre fragile de quelqu'un qui vient de reprendre le contrôle de son propre destin. Le lendemain matin, Julien entra dans les locaux de Delacroix et compagnie, costume impeccable, regard clair, épaule droite. Il demanda calmement un rendez-vous avec le service de conformité. Il n'eut pas besoin d'attendre longtemps. Son nom et les documents qu'il remit suffirent à déclencher une alarme silencieuse à l'intérieur de l'entreprise. Ce que Camille Bréant avait compilé était accablant. Dépenses injustifiées sur carte professionnelle, usage illégal d'un appartement loué par la société, relations non déclarées avec une subordonnée directe, et tout cela documenté par des photos, des courriels et des états comptables. Delacroix et compagnie savaient qu'il y avait là bien plus qu'une affaire de mœurs. Il y avait la matière à scandale financier, à fraude, à prison. Le même après-midi, Julien décida de composer un dernier numéro. Celui d'Élise. Elle décrocha dès la 2e sonnerie, comme si elle attendait cet appel. Sa voix était légère, presque enjouée. « Julien, j'espère que tu appelles pour discuter des termes du règlement. Maître Devreux pense qu'on pourrait clore tout ça très vite. Ton cher Arnaud est marié. Depuis 15 ans. 2 enfants. Une maison à 1,8 million d'euros à Écully. Sa femme, Geneviève Delmas, m'a écouté attentivement hier après-midi. Et elle a maintenant les mêmes photos que moi. » Un silence de plomb. « C'est impossible. Il m'avait dit qu'il était divorcé. » Il t'a menti, Élise. Comme tu m'as menti. Et maintenant, son monde s'effondre. Et le tien aussi. Julien, qu'est-ce que tu as fait? Ce que tu aurais dû prévoir, je me suis battu. Tu pensais me réduire au silence. Me piétiner. Mais tu as oublié une chose essentielle, je suis un bâtisseur. Et je sais aussi détruire. On peut encore en parler. On peut tout réparer. Je suis prête à renoncer à tout. À l'entreprise, à l'argent. Juste, ne va pas jusqu'au procès. Tu as fait ton choix, Élise. Ce soir-là, quand tu m'as donné ces photos. Tu voulais m'humilier. Me briser. C'est fait. Mais maintenant, tu vas affronter les conséquences. Il raccrocha sans écouter la suite. Et pour la première fois depuis des mois, il se sentit fort. Inébranlable. Le lendemain, la presse locale publiait un article en une du journal économique, vice-président de Delacroix et compagnie suspendu pour fraude et abus de biens sociaux. La photo d'Arnaud trônait au centre. Aucun nom de maîtresse n'était mentionné, mais dans les cercles d'affaires lyonnais, les rumeurs allaient plus vite que la lumière. Étienne l'appela dans l'heure. « Julien, Arnaud a été licencié ce matin. Définitivement. Et ton ex-femme vient de perdre son emploi aussi. Delacroix a réorganisé tout son département. Son ascension professionnelle était directement liée à lui.
Et sans lui, elle n'a plus rien. Julien n'éprouva ni satisfaction, ni vengeance. Juste un calme glacial. Un équilibre retrouvé. Et notre date d'audience ? Demanda-t-il. Dans 2 semaines. Mais j'ai reçu un appel de maître d'œuvreux. Ils veulent régler à l'amiable. Elle propose de renoncer à toute pension, à plus de 80% des actifs, en échange d'un accord de confidentialité. On évite la publicité. On évite la honte. Julien resta silencieux un moment. L'idée d'en finir rapidement, de tourner la page, c'était tentant. Mais au fond de lui, il savait que ce n'était pas suffisant. Étienne sentit le doute. Tu as toutes les cartes, Julien. Toutes. Et ce qu'on vient de découvrir hier change encore la donne. Il vaut mieux que tu viennes au cabinet. Tu dois voir ça de tes propres yeux. 2 heures plus tard, Julien était dans la salle de réunion du cabinet, face à Camille et Étienne. Sur la table, de nouvelles pièces. Cette fois, ce n'étaient pas des photos. Mais des impressions de mai. Des dizaines. Des centaines. Camille avait réussi à accéder à la messagerie personnelle d'Élise. Lis ça, dit-elle. C'est au-delà de l'adultère. Julien parcourut les messages. Et à mesure qu'il lisait, son sang se glaçait. Élise n'avait pas seulement trahi son lit. Elle avait trahi son entreprise. Elle avait envoyé à Arnaud des informations confidentielles, liste de clients, montant des offres, marge de négociation, date clé des chantiers. Tout. Ligne après ligne, elle lui livrait les secrets de l'entreprise qu'il avait bâtie avec ses mains. Et puis, il tomba sur un message, envoyé 8 semaines avant leur séparation. Il le lut à voix haute, le souffle court. Julien ne se doute de rien. Il me fait une confiance aveugle. Une fois le divorce acté, on aura les fonds nécessaires pour lancer notre propre entreprise. Avec les clients que j'ai transférés et les contacts d'Arnaud, on peut faire tomber Moreau Bâtiment en 6 mois. Un silence pesant tomba dans la pièce. Étienne prit une grande inspiration. C'est de l'espionnage industriel. De la conspiration. Du vol de données. Si on porte plainte, elle risque de la prison. Et surtout, ça détruit définitivement toutes ses prétentions à une part de ton entreprise. Julien se leva, fit quelques pas vers la fenêtre, regarda les rues en contrebas. Des gens marchaient, riaient, pressés, inconscients que juste au-dessus d'eux, un homme tenait entre ses mains le destin de celle qui avait voulu l'anéantir. « On va au procès, dit-il finalement. Jusqu'au bout. Je veux qu'elle voie ce que signifie vraiment perdre. » Les 2 semaines qui précédèrent le procès furent une tempête d'analyse juridique, de préparation de témoignages, de vérification de pièces à conviction. Julien n'avait plus une minute à lui, mais il ne ressentait pas la fatigue. Au contraire, une clarté nouvelle s'était installée en lui. Tout son être se concentrait sur une seule chose, la vérité. L'heure de se taire était révolue. Celle de se défendre était arrivée. Pendant ce temps, Élise laissa 2 messages vocaux, à la voix de plus en plus tremblante. Dans le premier, elle suppliait Julien de tout arrêter, de discuter comme 2 adultes. Elle promettait de renoncer à tout, de ne rien réclamer, même de disparaître s'il le souhaitait. Le second message, quelques jours plus tard, était plus court, plus paniqué. « Je t'en supplie, Julien. On dit que je risque la prison. Je ne peux pas. Je t'en supplie. » Julien ne répondit à aucun appel. Il n'effaça pas les messages. Il les garda. Comme des preuves. Comme des rappels. Le matin du procès, il se leva tôt. Costume bleu sombre, chemise blanche, cravate sobre. Dans sa serviette, les documents qui allaient détruire celle qu'il avait autrefois tant aimée. Il arriva au tribunal de Lyon bien avant l'heure. Dans la salle d'audience, des visages familiers. Des chefs d'entreprise. Des anciens collègues. Même 2 journalistes du Progrès. Élise était déjà là, assise au banc des défendeurs avec maître d'œuvreux. Julien la reconnut à peine. Amaigrie. Les traits tirés. Le regard fuyant. Son teint était terne, ses vêtements ne suffisaient plus à masquer l'effondrement intérieur. Quand la juge Isabelle Caron entra dans la salle, le silence se fit. Elle était connue pour sa rigueur, sa sévérité, et sa capacité à aller droit au but.
Elle s'assit, feuilleta rapidement les dossiers, puis leva les yeux. Sa voix claqua comme un couperet. Cette cour examinera non seulement la dissolution du mariage entre M. Julien Moreau et Mme Élise Martin, mais aussi les accusations d'adultère, de dissimulation financière et de tentative de sabotage commercial. Maître Blanchet, vous avez la parole. Étienne se leva, parfaitement calme. Il débuta avec les photos. Des impressions grand format, en couleur, posées sur des chevalets de présentation. Élise détourna les yeux. Puis vinrent les relevés bancaires, les transferts dissimulés, les réservations d'hôtels, les mets. La salle retenait son souffle. Et enfin, l'email fatal. Celui où Élise exposait leur stratégie pour faire tomber Moreau Bâtiment. La juge lut elle-même les lignes les plus explicites à voix haute. Certains dans la salle ne purent retenir un murmure de stupéfaction. Devre tenta une défense. Pression psychologique, manipulation affective de la part d'Arnaud, vulnérabilité émotionnelle. Mais rien ne tenait. La vérité était gravée noir sur blanc. Et elle puait la préméditation. La juge appela Élise à la barre. Sa voix était si faible qu'on l'entendait à peine. Elle admit tout. L'adultère. Les transferts. L'accès aux informations confidentielles. La volonté de lancer une entreprise concurrente. Je n'ai pas d'excuses, dit-elle. J'ai été aveuglée. J'ai tout détruit. Je ne mérite rien. Julien la regardait. Il n'éprouvait plus de haine. Plus de rage. Juste une immense distance. Comme si cette femme n'était plus qu'un spectre. Le lendemain, la décision fut rendue. Élise ne recevrait que 5% des actifs du mariage, à peine de quoi couvrir ses frais juridiques. Aucune pension alimentaire. Aucun droit sur l'entreprise. La maison restait à Julien. De plus, elle devait rembourser l'argent détourné des comptes communs. Mais le plus lourd tombait à la fin. Ce tribunal recommande que le parquet ouvre une enquête pénale pour espionnage industriel et tentative de fraude. Julien sortit du tribunal comme on sort d'un long cauchemar. Pas triomphant. Mais libre. Quelques jours plus tard, Camille l'appela. Richard Delma a été arrêté ce matin. Fraude, abus de biens sociaux, évasion fiscale. Il risque 10 à 15 ans. Élise? Le parquet hésite encore. Mais même sans prison, sa réputation est détruite. Plus personne ne veut travailler avec elle. Julien remercia Camille. Puis il s'assit dans son bureau. Son vrai bureau. Celui qu'il avait payé de ses mains, jour après jour, chantier après chantier. Il regarda par la fenêtre. Les toits de Lyon brillaient sous la lumière de novembre. La ville était calme. Il était en paix. Un an plus tard, dans un supermarché anonyme d'un quartier populaire, Julien croisa Élise. Elle portait des vêtements bon marché, ses cheveux grisonnaient aux racines, et son regard se détourna instantanément en le voyant. Elle s'approcha timidement. « Julien, je voulais dire, je suis désolé. » Il la regarda un instant. Et lui répondit d'une voix tranquille, « J'espère que tu trouveras ce que tu cherches, Élise. Mais tu ne le trouveras pas avec moi. » Puis il tourna les talons. Son passé derrière lui. Son avenir devant. Et surtout, son intégrité intacte. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette histoire jusqu'à la fin. Si elle vous a ému, surpris ou même bouleversé, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. Vos retours sont essentiels et nous permettent de continuer à partager des récits toujours plus proches de la réalité. Si ce type de contenu vous intéresse, pensez à vous abonner, à cliquer sur « J'aime » et à activer la cloche pour être averti dès la publication des prochaines vidéos. De nombreuses autres histoires vraies, touchantes et parfois choquantes vous attendent. À très bientôt pour un nouveau récit.